Bonjour et bienvenue sur le live de la séquence 4 du MOOC Agroécologie. Il y a une semaine, Hugo et Aurélie vous ont parlé de différentes pratiques agroécologiques et nous espérons que ce live a répondu à vos interrogations sur le sujet. Aujourd'hui, Marilyn, ma collègue, et moi-même, Noémie, ainsi que Nino, qui se trouve derrière la caméra, allons discuter avec nos invités, Madame Toyer-Sophie et Monsieur Levelli-Ronan, sur la transition écologique. En ce qui me concerne, je suis originaire de France, tout comme Marilyn, mais nous avons dans les coulisses Nino qui, elle, est originaire de Géorgie. Je vais maintenant présenter nos invités. Tout d'abord Sophie Toyer, enseignante-chercheuse en environnement et économie agricole, et Ronan Levelli, enseignant-chercheur en sociologie. Nos invités pourront ainsi répondre à nos questions sur la transition écologique d'un point de vue économique et sociologique. Nous allons faire la partie introductive et la conclusion en anglais et en français, mais les questions soulevées dans le forum n'ont été posées qu'en français. Nous y répondons donc en français. Je laisse maintenant la parole à Marilyn pour la partie en anglais. So good morning everybody and welcome to the live for the fourth sequences of the MOOC Agroecology. Last week, Hugo and Aurélie talked about different practices in agroecology and we hope that you enjoyed it. Today, my colleague Noémie and I, Marilyn, and Nino, who is behind the camera, will discuss with our guest, Mrs. Toyer-Sophie and Mr. Levelli-Ronan on the agroecological transition. To know me better, I come from France and Noémie too, but Nino, which is in the backstage, come from Georgia. I will now present our guest. So first, Sophie Toyer, who is a professor and a researcher in environment and agricultural economy, and Ronan Levelli, a professor and researcher in sociology. Our guest will be able to answer questions on agroecological transition in an economic and sociological point of view. As you can see, the introduction was done in French and in English, but unfortunately, none of your question was in English on the forum, so we will only answer in French, but feel free to interact with us if you need it. Donc maintenant, on va commencer pour les questions. Donc deux remarques que je vais tout d'abord vous lire qu'on a trouvées sur le forum. Donc la première postée par Amarine 13 et la seconde postée par Ben Bat, qui concernent toutes deux l'implication des consommateurs et des citoyens dans la transition agroécologique. Donc Amine 13, il commence par nous parler de la marque C'est qui le patron, qui est née en 2016 et qui témoigne, selon lui, d'un changement de mentalité des consommateurs, et elle apporterait aussi la preuve qu'il est possible de produire en France à un prix abordable, dans le respect de l'environnement et en rémunérant plus équitablement le producteur. Et donc la seconde remarque, elle de Ben Bat, concerne les potagers urbains ou personnels partagés et demande si ce ne serait pas une clé finalement de la transition agroécologique. Donc je me tourne vers vous, Ronan. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative C'est qui le patron, premièrement, et dans quelle mesure est-ce que ça supporte la transition agroécologique? Ok, merci beaucoup pour ces questions. Alors juste un petit commentaire sur la petite pancarte qui est à mes pieds, puisqu'en fait, vous le savez ou pas, mais aujourd'hui, l'enseignement supérieur et la recherche sont en grève, avec vous voyez, des modalités, on va dire, variées et adaptées. Et donc je vous invite à vous renseigner, à regarder un petit peu l'évolution de ce mouvement qui est autour de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Voilà, j'en dis pas plus, mais pour expliquer ce qui est à mes pieds. Donc en fait, c'est intéressant de parler de cette initiative C'est qui le patron, qui, alors que moi je ne suis pas de près, mais qui est en croissance, qui est en développement, où en fait, pour expliquer peut-être à ceux qui ne la connaîtraient pas, prévoit de consulter les consommateurs en leur demandant finalement quel type de mode de production, mais aussi quel type par exemple d'emballage on va retenir pour le produit qui sera ensuite vendu généralement dans les grandes surfaces. Là par exemple ce matin j'ai été faire un petit tour sur leur site, ils ont une consultation actuelle pour développer des sachets de pommes de terre. Voilà. Et donc on peut questionner ici, l'interface ici, c'est qui le patron, nous dit est-ce que vous voulez un mode d'agriculture conventionnel, il l'appelle pas comme ça, mais disons comme d'habitude, raisonné ou biologique. Plus intéressant, quelle modalité de rotation des cultures vous envisagez? Intéressant aussi, est-ce que vous voulez des pommes de terre qui soient toutes bien calibrées ou avec des calibres différents? Et toutes ces questions, avant de voter, on peut cliquer et avoir des explications. Quel est l'intérêt finalement? Qu'est-ce que ça change, la rotation des cultures? Et pourquoi c'est important finalement la question de la taille des pommes de terre? Donc, je
trouve, là, effectivement, c'est une démarche alors, qui va plutôt dans le sens de ce qu'on racontait dans cette semaine du MOOC, c'est-à-dire une forme aussi de réappropriation des questions agricoles par les consommateurs. Après, c'est aussi, je trouve intéressant de la contraster avec ce que je présentais dans le MOOC, qui sont donc les AMAP, les systèmes de panier type AMAP, parce qu'en fait, on peut aussi constater qu'ici, c'est qu'ils patrons comme les AMAP, les consommateurs ont leur mot à dire. Ils participent finalement à un peu l'organisation de l'agriculture et de l'alimentation, mais c'est quand même beaucoup plus fort dans les AMAP que dans C'est qui le patron, parce que C'est qui le patron finalement, vous avez le droit de répondre à quelques questions, mais qui sont déjà préalablement définies par ici C'est qui le patron, qui va formater très largement ça, qui va calculer le prix de vente au final du coût qui en découle, alors que dans les AMAP et dans d'autres formes finalement d'organisation inspirées par je dirais le volant socio-économique de l'agroécologie, vous avez plus cet investissement de dire comment on s'organise collectivement pour faire une autre agriculture et une autre alimentation. Très bien. Et est-ce que vous voulez commenter plutôt l'initiative des potagers Ah oui, c'est vrai. Alors les potagers, en fait, c'est un peu pour moi le même raisonnement, à savoir que là aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire les potagers urbains, à part cas exceptionnels, on a des études aux États-Unis sur Détroit par exemple, la ville de Détroit, mais dans la très grande majorité des cas, ça a une fonction nourricière qui est quand même limitée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nourrit actuellement pas une ville comme Montpellier ou même une ville moyenne avec les potagers urbains, alors ce qui a pu être très largement le cas au début du XXe siècle, où ils avaient une part beaucoup plus importante dans l'économie des ménages. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire, oui, c'est quand même une action très éducative pour tous ces citoyens, dont je fais partie, tous ces citadins même, qui peuvent redécouvrir aussi des techniques agroécologiques ou pas d'ailleurs, ou découvrir qu'eux aussi, ils ont peut-être envie d'utiliser plein de pesticides parce que finalement c'est plus simple. Voilà. Toutes ces questions-là, elles peuvent se poser, je trouve donc il y a cette vertu quand même assez éducative dans ces actions-là. Et bon, après, c'est aussi potentiellement de la mise en réseau, les gens apprennent des autres. Donc, oui, alors, est-ce que ça transforme le système alimentaire? On n'en est pas là. Est-ce que ça transforme un petit peu les gens? Oui, sans doute, ouais. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que Sophie voulait ajouter quelque chose? Peut-être pour réagir sur un plan un tout petit peu plus économique, en tout cas sur la première partie de la question. La question, on pourrait la reformuler plus largement en se disant, mais finalement, est-ce que le développement de l'agroécologie ou de la bio va-t-il être complètement tiré par la demande des consommateurs, finalement? Il y a aussi un petit peu de ça. On l'observe. On observe par exemple en France un mouvement, un engouement pour la production biologique, pour un certain nombre de labels qui tirent aussi vers le haut la production. Et on découvre, on le savait déjà, que les consommateurs, finalement, dans ce qu'on appelle leur consentement à payer, ce qu'ils sont prêts à payer pour un produit, ils valorisent des attributs qui sont les calories, le type de produit qu'on a, mais aussi des attributs immatériels qui sont, par exemple, la contribution, la façon dont ce produit a été produit, est-ce qu'il a eu un impact environnemental ou pas, est-ce qu'il va avoir un impact sanitaire. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue que malgré cela, il y a quand même globalement dans l'ensemble de la population une résistance assez forte à voir augmenter dans le budget de dépenses des ménages le budget dédié à l'alimentation. Il y a eu une baisse constante, on est aujourd'hui à peu près à 12% de notre budget mensuel qui est dédié à l'alimentation. Et en fait, on se rend compte, alors évidemment, chez certaines classes sociales qui ont des revenus plus bas, que c'est difficile, il y a une barrière psychologique à passer au-delà, puis ça veut dire renoncer à d'autres choses. D'accord, merci pour vos réponses. Toujours sur le rôle des citoyens dans la transition, une remarque un peu plus vindicative de Roxane J, que je cite, « À force de pensée individuelle, on arrive à nous faire croire que si on est dans une situation, c'est uniquement de notre faute. C'est de notre faute si on n'a pas de travail, traverse la rue, nous disait Manu. Si on fait un burn-out, télécharge une app de yoga et de méditation à faire dans le métro entre 2 rendez-vous. Si on pollue, as-tu bien trié tes déchets? Or, on oublie que beaucoup de choses dépendent des politiques publiques, de choix macroéconomiques, d'orientation du gouvernement, d'où l'importance cruciale de toujours replacer un sujet dans sa globalité et de toujours continuer à s'impliquer dans la vie politique. »
Donc, considérant cette remarque, ne pensez-vous pas, Ronan, que c'est une énorme responsabilité que de faire reposer toute la transition agroécologique sur les agriculteurs, par exemple ? Quelles articulations existent entre les initiatives individuelles et citoyennes et les politiques publiques dans la transition agroécologique ? Donc, oui, c'est une très bonne question. Alors, je laisserai Sophie parler plus de politique publique, mais et elle se pose, c'est bien vu, aussi bien du côté des producteurs que des consommateurs. Donc, je pense que la question, là, elle met plutôt l'accent sur, finalement, triez bien votre frigo, voilà, et ainsi de suite, pour lutter contre le gaspillage. Bon. Et ça, c'est effectivement une tendance qu'on peut constater de forte responsabilisation du consommateur. Alors, qui d'un côté, évidemment, est relativement souhaitable. On peut penser à ce que vient de dire Sophie. C'est aussi une façon de lui dire, vous avez aussi un pouvoir d'action de par vos achats. Mais qui, de l'autre côté, je suis complètement d'accord avec l'argument ici qui est avancé, masque que le consommateur, pour partie, il fait ce qu'il peut. Alors avec ce qu'il a, c'est son budget, mais aussi par exemple avec l'offre alimentaire qui lui est donnée par les circuits de distribution dans lesquels ils sont. Je sais pas, tout à l'heure on a été manger à la cantine, on a fait avec l'offre alimentaire de la société de restauration collective qui fournit les repas. Et donc, d'une façon générale, effectivement, donc, pour rester sur le consommateur, il ne faut pas perdre de vue, c'était bien le sens d'ailleurs d'un moment dans cette semaine du MOOC, on a présenté les démarches en termes de verrouillage socio-technique ou de réseau socio-technique. Voilà. Et en fait, ça dit très bien que l'action, l'innovation, changer ses pratiques, ça dépend souvent de tout plein de choses en fait. Et c'est tout plein de choses. Ça peut être effectivement la structuration de la distribution alimentaire, ça peut être mes connaissances culinaires, voilà, pour rester sur le consommateur, et ainsi de suite. Et c'est encore sans doute plus vrai, c'était d'ailleurs plutôt sur ce volet-là qu'on insistait dans le MOOC, pour le producteur. Et au-delà de ces questions de motivation, il y a effectivement tout un ensemble, je dirais, de contextes institutionnels, en particulier de politique publique, qui non seulement le pousse plus ou moins, mais lui permet même plus ou moins de s'engager dans la transition agroécologique. Donc c'est vrai, c'est une responsabilité aussi collective. D'accord, merci pour votre réponse. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Toyer ? Peut-être plus à une autre échelle, hein, donc à l'échelle des politiques publiques nationales, européennes, mais voire même, pourquoi pas, mondiales, internationales. Parce que, il y a, par exemple, en France, un discours très pro-actif du gouvernement actuel, mais aussi du gouvernement précédent, sur la transition agroécologique, qui se traduit plus ou moins dans les faits en termes de réglementation, en termes d'incitation. Alors pourquoi plus ou moins ? D'abord, on peut le voir, par exemple, la réglementation qui existe aujourd'hui sur le glyphosate ou les zones de non-traitement, eh bien, derrière s'expriment beaucoup de groupes d'intérêt qui vont vouloir tirer la réglementation dans un sens ou dans un autre. Et finalement, le rôle d'un gouvernement aussi, c'est de trouver le bon compromis entre ces différents groupes d'intérêt, ça c'est une première chose. Mais en plus de ça, dans le cas français, on est intégré dans la politique agricole commune, donc une grande partie de la politique agricole commune, on en reparlera après, je sais, mais se décide à l'échelle européenne. Mais pour passer directement à l'échelle au-dessus, toute la difficulté aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est intégré dans une économie monde qui fait qu'on est très interdépendants les uns des autres. Donc si un pays unilatéralement choisit d'avoir une politique par exemple, très contraignante pour promouvoir l'agroécologie, l'environnement, la bio, tout de suite, la conséquence, c'est qu'est-ce qui va se passer en termes, par exemple, de compétitivité de ces producteurs dont on peut imaginer que leurs coûts vont être supérieurs à ceux de leurs concurrents. Donc, ça veut dire aussi pouvoir négocier avec le reste du monde les règles du commerce international, les règles d'engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique, et que s'il y en a un dans ces pays-là qui est moins disant, c'est la meilleure politique pour lui. Finalement, faire moins que les autres, ça rapporte plus, parce qu'on bénéficie de l'effort environnemental fait par les autres, c'est souvent des biens publics globaux, sans avoir à en supporter les coûts. Et ça, ces négociations internationales, c'est très, très difficile. On peut quand même donner crédit à nos différents gouvernements, expliquer qu'une partie de leur inertie, elle est liée aussi à ce blocage collectif. D'accord, merci pour votre réponse. Donc, dans le forum, Vanessa Combé souligne que, je cite, « Le cours date un peu,
Une mise à jour s'impose. Donc Sophie, pouvez-vous nous éclairer quant aux engagements récents des États ou les évolutions récentes des politiques publiques qui vont freiner ou accélérer la transition écologique ? En fait, des évolutions, effectivement, il y en a tout le temps. Donc oui, elle n'a pas tort. On n'est plus tout à fait en phase avec ce qui a pu se dire ces dernières années. Je pense que pour ce qui est de ce qui se fait en France, on a beaucoup évoqué, je pense qu'à l'époque, on en parlait déjà dans le MOOC, de toute la loi d'avenir sur la transition agroécologique. Donc c'est la loi d'avenir pour l'avenir de l'agriculture. Donc qui est encore en cours, qui a été reprise par le gouvernement actuel par rapport à l'autre. Mais il y en a d'autres qui peuvent avoir un impact fort sur l'agroécologie et dont on a peu parlé dans le MOOC, parce qu'à l'époque, on en parlait encore peu. C'est par exemple aussi toute la feuille de route pour la bioéconomie. Vous allez me dire quel rapport entre l'agroécologie et la bioéconomie ? Une partie quand même, parce que la bioéconomie, c'est de pouvoir produire peut-être différemment, répondre à nos besoins énergétiques, alimentaires, mais en termes de produits aussi, à partir plutôt de biomasse, donc de carbone renouvelable, plutôt qu'à partir de carbone fossile. Et là-dedans, par exemple, on peut se poser la question de l'usage de résidus des cultures pour faire du méthane, par exemple, pour l'énergie, etc. Et donc, on peut imaginer que l'agroécologie, qui exige beaucoup de diversification des cultures, par exemple, une partie de ces cultures-là ne sont pas à destination alimentaire, peuvent être à destination non alimentaire, pour alimenter le développement de la bioéconomie. On peut concevoir le développement de la bioéconomie en synergie très étroite avec le développement de l'agroécologie. Ça serait une voie d'avenir un petit peu pensée aujourd'hui à l'échelle de la France. Après, à l'échelle de la PAC, je vais juste en parler un petit peu, on est encore aujourd'hui dans une période d'incertitude. Donc on nous dit, la PAC 2014 c'est terminé, la PAC 2014-2020, en fait, elle va encore s'appliquer au moins en 2020 et en 2021. On a des règlements dits de transition parce que les États membres de l'Union européenne, du fait du Brexit, du fait d'un certain nombre de conflits, n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord sur ce que sera la PAC de 2021-2027. Ce qu'on peut en dire, parce qu'on a quand même des idées qui peuvent aller un petit peu dans le sens du développement agro-environnemental, on va dire, peut-être pas agroécologie, c'est un mot très français, un peu moins utilisé à l'échelle européenne. C'est la réaffirmation dans le cadre du Green Deal européen de l'importance de la lutte contre le changement climatique et de l'importance de l'environnement. Et la PAC sera un secteur central pour ce Green Deal. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que va être dans la future PAC, beaucoup plus de marges de manœuvre seront redonnées aux États membres pour choisir la façon dont ils veulent verdir leur agriculture. Donc, pour certains, c'est une inquiétude, parce qu'ils disent s'il y a plus de marge de manœuvre, certains États membres vont en profiter pour faire moins, finalement. Mais si on a des idées, si on a une vraie volonté politique, on peut au contraire être plus innovant et, par exemple, réussir à aider mieux les agriculteurs de la bio. Là, aujourd'hui, on a un petit peu de mal à libérer les fonds nécessaires pour payer ce qu'on leur doit pour les aides à la transition ou les aides au maintien de la bio. Donc ça peut faire partie des choses importantes là-dessus. Pour cela, il faudra qu'on se mette d'accord d'abord sur le budget qu'on accorde à l'Union européenne pour savoir ensuite quel budget on donnera à la PAC. Et c'est sûr que s'il y a un budget plus petit donné à la PAC, on ne sait pas très bien si on pourra défendre ce verdissement de la PAC. D'accord. Peut-être, Monsieur Ronan, Monsieur Luvelli, vous voulez rajouter quelque chose à cette réponse Sur les politiques publiques, si, juste signaler que on peut aussi s'intéresser aux politiques publiques locales, en fait, c'est-à-dire sur les questions agroécologiques et notamment à l'échelle des systèmes alimentaires, comme on l'évoquait cette semaine. Donc, il y a toutes ces démarches qui ont initialement été portées par l'État et puis ont finalement, l'État, le ministère de l'Agriculture notamment, n'ayant pas de moyens pour les porter en tant que tels, a très largement délégué ces politiques alimentaires, mais en fait ce sont des politiques agricoles et alimentaires à l'échelle des communes, des communautés de communes, donc à travers ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux. Voilà, ça je pense c'est quelque chose qu'on n'évoquait pas beaucoup à l'époque aussi, c'est vrai que, je reconnais, le MOOC là effectivement, il y a depuis 4 ans un certain nombre de choses assez intéressantes, nouvelles.
Et là, on voit quand même la volonté à l'échelle, voilà, très souvent, c'est des communautés d'agglomération qui vont ici poser la question. Alors, ça passe beaucoup par des formes d'écologisation des pratiques agricoles et développement de circuits courts, approvisionnement de la restauration collective. Mais au-delà des circuits, c'est souvent quand même une bonne opportunité de se questionner sur quel modèle agricole on veut défendre sur le territoire, quelle forme de coopération nouvelle on veut créer entre, pourquoi pas, des producteurs, des transformateurs, des restaurateurs et des citoyens. Donc voilà, il y a aussi cette échelle-là qui, sur les questions agroécologiques, me semble mériter attention. D'accord. Très bien, merci pour cette réponse. Donc là, on va arriver à la dernière question qu'on a relevée dans le forum, qui, tout en restant dans la thématique des politiques publiques, c'est une question qui est peut-être un peu directe et plus provocante, donc de KKB David, qui demande comment imposer l'agroécologie à nos gouvernements. Donc Ronan, est-ce que vous pouvez faire peut-être un commentaire ou apporter un début de réponse? Oui, enfin, le plus évident, c'est déjà effectivement de prendre part à des actions collectives. Alors j'entends ici effectivement, tel que la personne qui parlait de la responsabilisation évoquée tout à l'heure, donc des actions politiques sous toutes ses formes. Voilà, clairement ici c'est plutôt ce niveau-là. Il y a des élections municipales pour faire le lien avec la question ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, où cette question de l'agroécologie, c'est quand même un élément aussi remarquable. Je ne suis pas sûr que, peut-être on est obsédé par nos sujets, mais qu'il y a, alors c'est combien de temps? Tous les 6 ans, c'est ça, je crois, les municipales, on en parlait autant de ces questions agricoles et alimentaires. Non. Ça devient quelque chose d'incontournable. Vous n'avez pas un parti aujourd'hui qui n'a pas un avis sur les cantines scolaires, la qualité, le bio, les circuits courts, etc. Donc, ça infuse quand même. Donc voilà, alors après, chacun jugera suivant plus la définition de l'agroécologie qu'il retient. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est trop timoré? Est-ce que l'enjeu... Bon, mais pareil, quand on évoquait tout à l'heure les zones de traitement, c'est la pollution pesticides ou des riverains, elle n'est pas plus forte aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Elle est peut-être même un petit peu moins, sous réserve que, vous connaissez peut-être les chiffres d'Ecophyto, en tous les cas, supposons qu'elle est pas sûre, pourtant la question devient extrêmement importante. Donc, l'imposer, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on voit bien que toutes ces modalités d'action, elles font bouger les choses, elles imposent de bouger les choses, de faire bouger les choses et développent des politiques. Ouais. D'accord, merci pour cette réponse. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose, Madame Toy? Je pense que tu as quasiment tout dit. Ce qu'il y a, pour la PAC, même aussi, on peut... Oui, voilà, c'est ça. D'abord, oui. Alors, merci de me tendre cette perche-là, parce que je n'y avais pas pensé. Il se trouve qu'on est en pleine période où il y a une consultation du grand public sur la future PAC. Et donc, en fait, vous êtes invités à contribuer sur ce que vous voulez comme priorité pour la future PAC. Qu'est-ce que vous voyez comme mesure, comme élément important à défendre. Et donc, si vous allez sur le site de la Commission nationale du débat public, la CNDP, Impactons, alors évidemment, ils ont fait un jeu de mots avec Impact, P-A-C en lettres capitales, Impactons, eh bien, vous pouvez contribuer, donner votre avis. Il y a aussi toute une série de rencontres qui sont programmées, vous pouvez le voir sur le site, de rencontres en province qui sont programmées pour que vous puissiez aussi participer. Donc, c'est aussi l'occasion d'y participer sur cette question-là. Après, juste pour finir là-dessus, il y a des actions qu'on mène à l'échelle locale et ça impacte aussi directement notre quotidien, notre cadre de vie, la vie qu'on veut pour nos enfants dans nos milieux. Mais effectivement, on peut aussi faire connaître nos priorités par le vote national, mais aussi pour s'exprimer sur ce qu'on veut à l'échelle nationale, et puis aussi à l'échelle internationale. Il faut s'engager indirectement aussi sur ce qu'on veut tous, au-delà de la France, au-delà de l'Europe, à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qu'on veut pour le climat? Qu'est-ce qu'on veut pour ce qui demain va être très structurant pour notre vie à tous, même notre survie peut-être à tous. D'accord. Merci beaucoup. Cette session live touche à présent à son terme. Nous tenons tout d'abord à remercier Monsieur Levelli Ronan et Madame Toyer Sophie
d'avoir répondu à nos questions. Grâce à vous, nous avons pu approfondir la question de la place du consommateur dans la transition agroécologique, ainsi que celle des politiques publiques. Bien sûr, nous vous remercions également, vous, participants et participantes du MOOC Agroécologie, pour votre participation active sur le forum et pour les questions pertinentes que vous soulevez et que nous avons pu aborder aujourd'hui. Nous vous souhaitons une agréable journée, espérons vous retrouver lors de la prochaine session live du MOOC, jeudi prochain. So, well, we are now at the end of this live session. We didn't answer to English question because there was none in English part of the forum, but feel free to ask questions in English for the next live session. First of all, thanks to Monsieur Lovelli and Madame Toyer for answering to our question. Thanks to both of you, we examined the topic of the citizen role in the agroecological transition and also the role of the policies. And of course, we also wanted to thank you, MOOC participant, for watching this live session. And we hoped that you had a great time with us, and that you'll meet us for the next live session on the next Friday. And have a great day, and bye. Bye. Bye.